Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je t'amène avec moi. On va essayer de photographier un petit bout de la côte sauvage écossaise. Alors avant de se rendre sur les lieux de ce rocher et le photographier ensemble, je voulais faire cette petite injection pour partager avec toi un changement concernant mon matériel qui a eu lieu autour du mois d'août 2023. Et j'ai pas fait de vidéo sur le sujet jusqu'à présent. J'en ai parlé aux membres actifs de la Photo Avenue lors de nos rendez-vous mensuels qui sont les cafés de l'avenue, le dernier vendredi de chaque mois. Mais je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. J'ai pensé le faire, mais en même temps, je voulais pas que ça tombe sur une vidéo purement technique, etc. où en fin de compte, tu peux aller lire la fiche technique sur le site du constructeur. Et puis, je sais bien que les vidéos qui parlent de matos, ça a tendance à m'exaspérer, sont plus populaires que les vidéos qui sont dédiées à l'art de la photographie. C'est très ironique, mais ça explique beaucoup de choses aussi, ne serait-ce que par qui fait de la photo, et puis qui regarde les vidéos dédiées à la photo en général. Donc je trouve ça ça met en évidence quand même des choses assez intéressantes, tristes mais intéressantes quand même. Donc je voulais pas tomber dans le panneau, même si je sais que ça va récolter énormément de vues, etc. Donc, quel est ce changement en question? Si tu te rappelles, l'été dernier, au mois de juin-juillet, j'ai testé un appareil compact, en l'occurrence le Canon G5, suite à une question qui m'avait été posée par un des membres de la Photo Avenue, qui se posait la question, est-ce qu'il valait mieux investir dans un appareil compact par rapport à utiliser son téléphone pour faire des photos lors d'un voyage de l'autre côté de la Terre? Et donc, du coup, j'avais dit, le compact, à mes yeux, ça sera plus intéressant. Et j'avais fait cette vidéo après avoir testé cet appareil-là lors d'un voyage que j'ai fait en Italie. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche là. Et à la fin de la vidéo, j'avais dit, je vais rendre le Canon parce que j'ai envie d'investir dans le Leica. Le Leica, c'est cet appareil-là, c'est la même chose que la version Lumix, si ce n'est que l'ergonomie est différente et que la gestion des couleurs est également différente. Je n'ai pas fait de vidéo de suivi sur cet appareil-là, j'en aurai l'occasion d'en parler. J'ai pas perdu ça, de l'œil, mais il y a plein de choses qui se sont passées et du coup je ne l'ai pas eu fait encore. Cela dit, ce que j'ai dit lors de la vidéo, c'était que le fait d'avoir un appareil non professionnel, ce que j'appelle non professionnel, c'est un appareil qui, tu ne vas pas utiliser ça à des fins professionnelles. Voilà. M'avait libéré parce que ça m'avait permis de photographier des choses que je n'aurais pas forcément photographiées si j'avais entre les mains le R5. Aussi bien de par le sujet, mais surtout par rapport au contexte lui-même. Et c'est là où, en fin de compte, on s'aperçoit que l'appareil photo, certes, ce n'est qu'un outil, mais cet outil-là va avoir une influence sur notre inspiration, notre envie d'aller photographier. Hein, on a un nouveau joujou, on a envie de jouer avec et on va aller photographier, plus que si on a un appareil qui, nous ennuie en quelque sorte. Et j'admets que ce qui va suivre, ce que je vais dire, mes propos peuvent en choquer certains en se disant « Oui, mais t'es qu'un enfant pourri gâté, j'ai pas le même budget que toi, voilà, je me contente de ça. » Absolument. Je le reconnais en pleinement. J'ai un certain luxe, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'investir dans du matériel et de faire passer ça sur les frais de ma société photographique. Donc, on n'est pas dans le même contexte qu'un amateur qui va économiser pendant 1 an avant de pouvoir s'acheter un objectif ou un appareil. Voilà, absolument. Donc là, je ne parle que en ce qui me concerne. Cela dit, qu'on soit un amateur ou qu'on soit un professionnel ou quelqu'un qui a plus de moyens financiers, le fait d'avoir un nouvel outil, ça nous excite et ça va nous donner envie de photographier. C'est pas un secret de polichinelle, c'est pas un secret de polichinelle que de dire que ça fait des années que je ne prends pas de plaisir à photographier le paysage. Et même de photographier, on va dire tout court. Quand je fais du portrait ou du mariage, etc., c'est plus l'interaction humaine qui me fait plaisir, plus que le fait de prendre la photo elle-même. Le seul plaisir que j'ai en photographie, je l'ai déjà dit, c'est quand la photo sort sur le papier, sort de mon imprimante, voilà, le tirage. Ou quand je vais chercher un album photo que j'ai fait produire à mon laboratoire pour mes mariés, là, oui, j'ai le plaisir de regarder ces photos-là. Avant ça, non.
En gros, je fais une analogie avec un état de grossesse et d'accouchement. Alors, mesdames, vous m'excuserez parce qu'effectivement, je ne subis pas toute la violence et physique que vous pouvez vous rencontrer dans ces moments-là, mais c'est la seule analogie que j'ai pu trouver qui montre à quel point je ne ressens absolument pas de plaisir. Le plaisir d'être à l'extérieur, certes, mais pas le fait de composer, de prendre la photo, etc. J'ai pas ce plaisir-là. Il y a trop de questions qui viennent en tête au moment de la prise de vue, trop de réflexions que c'est pour moi un travail. Voilà. Même si ce n'était pas à des fins financières, de publier, de vendre après coup. Hein. Ça reste un travail. Voilà. Et ça fait quand même un bout de temps où effectivement on devient de plus en plus rechignante en cas est-ce que je vais me lever ce matin pour sortir aller faire des photos, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que le climat est vraiment ça, etc. etc., etc. Et je me suis dit cet été, eh bien, quand j'ai vu effectivement la liberté, l'amusement que m'a apporté un appareil tel que celui-ci, je me suis dit ben, peut-être que la solution, ça serait effectivement d'investir dans un appareil pour le paysage qui me donnerait envie d'aller photographier le paysage davantage. L'inspiration ne peut pas... je ne peux pas mettre la faute au manque d'inspiration par rapport au lieu à photographier. Simplement parce que j'ai la chance d'habiter en Écosse et comme je le dis souvent, si tu ne trouves pas l'inspiration en Écosse, je crains que tu ne trouves l'inspiration nulle part. Parce que c'est absolument fabuleux, c'est une ressource sans limite d'inspiration photographique, c'est évident. Mais voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer, qu'est-ce que je pourrais acheter comme matériel photographique, comme appareil photo, qui pourrait justement me donner envie de me lever le matin, d'aller photographier. L'étape logique de progression, ça serait d'aller vers le moyen format. Pourquoi? Bah parce que ça fait des années que je suis en plein format et que j'ai aucun intérêt à passer en APS-C. L'APS-C a sa place, l'APS-C j'en ai parlé lors du Canon R7 que j'avais acheté. Il y a sa place, mais en ce qui concerne le paysage, absolument aucun intérêt en ce qui me concerne. Donc, moyen format, ok, moyen format, pourquoi le moyen format? Eh ben, le moyen format, ne serait-ce que parce que la qualité des capteurs du moyen format par rapport au plein format, on va faire un gain en plage dynamique, déjà, ça peut être très intéressant, on va faire un gain en ce qui concerne la gestion des couleurs également. Il y a aussi l'aspect ratio qui va changer. Pourquoi? Parce que les aspects ratios des moyens formats, des capteurs moyens formats n'est pas le même que la majorité des aspects ratios pour les pleins formats. La majorité des pleins formats ont un aspect ratio de 3/2, c'est-à-dire un rectangle comme ça, un petit peu plus large, en fin de compte, un peu plus haut qu'un 16/9, alors que les moyens formats ont un aspect ratio de 4/3, c'est-à-dire qu'on gagne encore plus en hauteur. Et le fait d'avoir nativement un cadrage en 4/3 va changer forcément notre analyse du contexte, de la situation à photographier et donc notre composition. Et donc je me suis dit, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir un appareil qui ne fasse pas les choses automatiquement pour moi. Hein. Si c'était le cas, j'irais peut-être dans le Sony, où je trouve que leurs appareils ont tendance à être... inhumains, entre guillemets. Voilà, ils sont stériles, ils font un traquage des humains, des animaux, etc. absolument parfait. Ils ont un autofocus absolument parfait. Mais pour moi, leurs appareils, que ce soit l'ergonomie, que ce soit leur menu, que ce soit les photos qui en ressortent, me laissent relativement de marbre. Voilà, c'était une petite parenthèse que j'ouvrais par rapport à Sony. Et donc cet aspect ratio, voilà, je trouvais intéressant. Et l'idée d'avoir un appareil qui me demande à réapprendre en fin de compte, à me remettre en question au moment de la composition, à voir les choses, à voir le monde de façon différente, parce que cette fenêtre est différente, m'intéressait beaucoup. Et puis bien sûr, il y a le challenge de la profondeur de champ. La profondeur de champ, pourquoi? Parce que plus on va augmenter la taille de notre capteur, plus la profondeur de champ va se réduire. Et c'est vrai qu'il y a plus de différence entre un APS-C et un plein format, quand on regarde le QF ratio, puisque c'est 1.6, 1.5, que quand on le compare au moyen format que l'on trouve sur le marché, que ce soit Fuji ou Hasselblad, eh bien c'est du 0.8. Donc il y a moins de différence. Cela dit, en ce qui concerne l'effet que ça va avoir, ce coefficient, eh bien il n'est pas négligeable non plus. Donc l'idée d'avoir à gérer ça différemment, ça m'intéresse aussi. Alors quand on regarde les moyens formats, je parlais de Hasselblad, je parlais de Fuji, mais il y en a bien sûr un autre, un vrai moyen format. C'est ce que propose Phase One. Le problème avec Phase One, c'est que uniquement budgétaire. C'est uniquement budgétaire puisqu'on parle des appareils qui en fin de compte vont coûter pour la plupart des modèles, ils vont se trouver aux alentours de 20 000 € et au-dessus. Voilà.
Donc, je n'ai pas ce budget-là, hein, donc je ne peux pas justifier ce coût-là. Et puis, il y a des désavantages aussi à utiliser ces appareils. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des désavantages également. Et donc, du coup, j'allais pas considérer Phase One. Me reste en fin de compte Fuji et Hasselblad. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les modèles actuels de Fuji et Hasselblad, les deux partagent exactement le même capteur. Un capteur d'ailleurs qui est proposé par Sony. C'est exactement le même capteur. La grosse différence qu'il va y avoir entre Hasselblad et Fuji va se faire au niveau de la gestion des couleurs. Bien entendu, chacun va avoir ses propres manières de faire. Mais au niveau technique, au niveau appareil, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que côté Hasselblad, eh bien, il n'y a pas de rideau dans l'appareil lui-même. Le rideau va se situer au niveau de l'objectif. C'est avec un œillet. Alors que côté Fuji, eh bien, c'est comme n'importe quel autre DSLR, il y a le rideau. Dans les deux cas, bien sûr, on peut utiliser le rideau électronique, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les objectifs côté Hasselblad vont coûter plus cher que les objectifs qu'on va trouver côté Fuji. Et ça, il faut aussi en prendre conscience. Parce que c'est pas, quand on va passer à acheter un nouvel appareil, eh bien, il faut penser aussi à tout l'écosystème qui vient autour. Bien que je pourrais mettre un adaptateur sur le Fuji et brancher des objectifs Canon, c'est faisable également. Mais donc j'ai décidé d'investir avec le Fuji. Fuji, je connais un petit peu Fuji parce que beaucoup, ne serait-ce que beaucoup des stagiaires, aussi bien dans les stages que j'organise en France que les stages que j'organise ici en Écosse, beaucoup ont des Fuji. Ceux qui ont fait mes stages ici en France, en Écosse, avaient des Fuji moyen format. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de tester, de voir les aspects négatifs de ces appareils-là et j'étais assez relativement critique de ces appareils. Là, si ce n'est qu'au moment où j'avais fait ces critiques-là, eh bien le parc d'objectifs pour ces appareils n'était pas le même que ce que l'on a aujourd'hui. Donc ça change quand même pas mal la donne. Et donc quand j'ai regardé ce que faisait Fuji, j'ai contacté Fuji, ils m'ont envoyé du matériel à tester, aussi bien objectif qu'appareil, etc. Et je me suis dit, banco, je pars là-dessus. J'avais le choix entre 50 mégapixels et 102 mégapixels. Et au niveau budget, je pouvais m'offrir le 102 mégapixels et je suis parti sur le 102 mégapixels. Il y avait, au niveau ergonomie, ça changeait vraiment pas la donne. Et donc voici celui que dans lequel j'ai investi, c'est le GFX 100S. Voilà, 100S. Absolument superbe cet appareil-là. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai reçu une semaine en fait avant le stage sur le portrait que j'ai fait à Caen. Et donc j'avais pris avec moi. Et Fuji m'avait donné aussi des objectifs pour le portrait. Au départ, comme j'ai expliqué, mon but d'acheter un appareil, c'était pas pour faire du portrait. Hein, c'était vraiment que pour faire du paysage. Pour le portrait, je suis très ravi. Je suis très content d'avoir le R5. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont sortir avec le R5 Mark II, mais j'ai pas d'envie à l'heure actuelle d'investir dans un R2, quel que soit celui qui va sortir. On verra, ça peut peut-être changer, mais à l'heure actuelle, j'ai pas d'ambition dans ce cas-là. Cela dit, à tester les objectifs que propose Fuji pour le portrait, eh bien, j'ai trouvé ça absolument superbe. Et du coup, eh bien, oui, j'ai décidé d'utiliser également le Fuji pour le portrait. J'ai utilisé pour des séances de portrait, pour également des parties de mariage aussi. Et je trouve que la qualité de ces photos-là sont absolument superbes. Si tu te rappelles la vidéo, une dernière vidéo que j'ai publiée, où je te montre comment j'édite une photo de mariage avec les mariés qui sont sur un rocher, eh bien cette photo-là avait été prise justement avec le Fuji. Absolument superbe cette photo, et les détails, etc. Pour le paysage, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois objectifs en gros pour le paysage, à savoir celui qui est sans aucun doute l'objectif le moins cher que j'ai acheté pour le paysage, parce que je l'ai acheté à peu près pour 500 €, on va dire, c'est le 35-70. 35-70, il faut le multiplier par 0,8, donc 70, eh bien, 7 x 8, 56. Donc, et 35, eh bien, tu tombes aux alentours de 28 à peu près. Voilà. Donc, c'est pas une grande plage, hein, mais l'avantage, comme tu vois, il est super compact. Ça rentre dans une poche. Donc, ça, c'est vraiment superbe. Bien sûr,
il s'ouvre comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on est à 35, et après, on est à 70. Et tu vois, quand on est à 35 ou à 70, on n'a pas, en fin de compte, gagné en longueur. Donc ça, c'est très bien, la qualité absolument superbe. C'est d'ailleurs assez étonnant, quand on y pense, d'avoir un objectif comme ça, qui coûte aussi peu cher, et qui offre la qualité. Quand on compare un objectif chez Canon qui voudrait 500 livres neufs, eh bien la qualité est nettement en dessous de ça. C'est dramatiquement en dessous de ça. Ensuite, j'ai le grand angle qui est ici, qui est un 20-35, donc 20 ça fait 16 mm, jusqu'à 35, donc les 28 mm. Voilà, ça me fait la plage juste en dessous. Ensuite, j'ai un 100-200. 100, ça fait 80 mm, et 200, ça fait 160. Voilà. Je t'avouerai que je n'ai pas eu l'occasion réellement d'utiliser le 100-200, vraiment. Pourquoi? Parce que il y a le poids, hein, il faut dire, c'est quand même relativement lourd, et que de sortir avec ces deux objectifs-là, ça m'offre énormément de possibilités, et le fait d'avoir les 102 mégapixels, les fois où j'aurais pu effectivement avoir besoin du 100 mm, eh bien, en étant à 70, il me suffit en fin de compte de recadrer davantage, et j'ai pas perdu énormément de résolution vu que j'en ai 102 de libre au départ. Et ensuite, donc pour le portrait, eh bien, je suis à 55, non, ça c'est le 80. Donc 64 mm qui ouvre à 1.7, qui est à peu près l'équivalent de 1.4, 1.3, 1.4. Et l'autre ici, qui est le 55, qui ouvre aussi à 1.7. Voilà, donc voilà tous les objectifs que j'ai. Mais pour le paysage, en gros, c'est principalement ces deux-là, voire le 100-200 un jour ou l'autre. Voilà, je voulais faire cette petite injection ici. Je ne veux pas passer plus de temps à parler de matos, mais c'est parce que si je ne le faisais pas de parler de cet appareil-là, tu ne comprendrais pas pourquoi je suis sur le terrain avec ce GFX alors que je ne t'en ai pas parlé jusqu'à présent. Voilà, c'était cette petite injection. Je te retrouve sur le terrain. Allez, à tout de suite. Alors en effet, je suis sur la côte sauvage au sud-est d'Édimbourg. On est à peu près une demi-heure de route de chez moi. Et je t'amène aujourd'hui avec moi parce qu'on va essayer de photographier un gros rocher. Alors pourquoi ce gros rocher et pourquoi aujourd'hui? Eh bien figure-toi que cela fait à peu près 48 heures qu'on a un climat assez intéressant ici en Écosse, ou du moins autour d'Édimbourg. C'est que c'est très bouché. Comme tu peux le voir, c'est très gris. Et puis tu t'aperçois que là, c'est la mer du Nord qui est derrière moi. Et on a du mal à détecter en fin de compte l'horizon à cause des nuages et la mer. Et ça nous donne une particularité assez intéressante pour pouvoir photographier ce rocher qui, en fin de compte, va nous donner en direction de l'est. Donc on ne va pas avoir des ciels bleus, on ne va pas avoir une mer colorée, etc., qui va attirer trop le regard. Donc le rocher devrait être assez intéressant. Et puis, je dois l'avouer que je suis assez excité parce que grâce à cette météo où il n'y a pas de vent, ça fait 24 heures qu'il n'y a pas eu de vent, ça va changer de main, mais le fait qu'il n'y ait pas de vent, en fait, simplifie énormément les choses. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu faire autant de photos hier. Vraiment, j'étais très ravi des résultats. Et je me suis dit, il faut absolument que je sorte aujourd'hui. Alors, je ne peux pas non plus y aller trop doucement, je ne peux pas prendre trop mon temps. Pourquoi? Parce que il est quand même très tard. Il est très tard parce que normalement, il devrait faire nuit dans à peu près 2 heures. Ça, c'est l'éphéméride. Seulement, vu que c'est bouché, il va faire nuit dans 1 heure. Donc, j'ai pas tout le temps du monde non plus. Et si tu dis, mais pourquoi Tom, tu sors aussi tard dans la journée? Tout simplement parce que j'étais à l'université. Et puis, j'avais mon cours qui devait se terminer à 1 heure. Il s'est terminé, enfin du moins, j'ai quitté le prof, il était 2h moins le quart. Le temps de rentrer chez moi, de me changer et de foncer. Et donc, je suis à peu près à une demi-heure de la maison. Donc, il est aux alentours de 4h, 4h15 de l'après-midi. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous, je vais essayer de te montrer ça, même s'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais la côte est absolument magnifique. Regarde ça, c'est vraiment magnifique. Alors, juste en bas, eh bien, il y a les restes d'un château. Château assez bizarre, je l'ai visité l'été dernier, du moins ce qui reste. C'est assez bizarre parce qu'en fin de compte, il y avait un rocher. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de construire un château. Alors, c'est un château à l'écossaise, donc c'est principalement une grande tour. Et puis, ce rocher, pour y accéder, il fallait construire un pont. Et donc, ils ont construit un pont pour pouvoir y accéder. Alors, je vais te montrer ce que ça donne, mais c'est assez intéressant. Et là, je vois effectivement le rocher qu'on va aller photographier. Alors je me rapproche du bord tout en faisant très attention. Voilà. Alors le château en question,
ben, tu vois juste un pan de mur qui reste. C'est tout ce qui reste, voilà. Mais tout à fait en bas, je ne sais pas si tu vois là où sont les moutons, mais c'est là qu'il y a le fameux pont qui relie en fait ce gros rocher à la côte ici. Voilà. Et quand on continue, eh bien là-bas, voilà notre rocher, notre sorte de menhir. Je ne sais pas à quel point toi tu le vois, moi j'arrive à le voir. Il faut absolument que je regarde la carte pour trouver le chemin, parce que j'y suis jamais allé. Et puis ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'une fois que je suis là-bas, eh bien, je te reparle. Allez, à tout de suite. Bon alors, je crois qu'on est arrivé. Hein. Voici tu peux le voir, et juste derrière moi, ce grand rocher. Voilà, on va essayer de le photographier de façon créative. Il n'y a pas de vent, c'est toujours ça de bien. Seulement, c'est relativement délicat. Hein. Il va falloir descendre ici, par là. Donc, je ne vais pas prendre de risque, mais je vais essayer de trouver un angle qui est bon parce que de le photographier comme ça, ça ne sert strictement à rien, bien entendu. Allez, je te reparle une fois que j'ai trouvé un spot en bas. Bon, je vais dire que la composition va être ok, je pense, mais en tout cas pour y arriver, c'est pas si simple que ça. Donc il va falloir que je mette le trépied. J'ai déjà fait quelques prises que tu peux voir là et je pense que ça va aller. J'aime bien le jaune qui se dégage. Maintenant, il y a l'air d'y avoir de la brume pas de la brume, mais les vagues qui viennent par ici, l'embrun. Donc c'est pas génial. Mais on va y arriver. Le tout, c'est de pas glisser. Je t'avoue que je pense pas que j'ai passé 3 heures ici. Hein. Le truc, c'est que je vais même pas avoir besoin de filtre. Donc pas de gradué, rien du tout. Pas de polarisant, ça sert à rien ici. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ah ben, ça veut dire que je vais pas perdre de la luminosité inutilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi luminosité? Parce que quand on utilise le polarisant, bien sûr, on va perdre entre 1 et 2 stops de lumière. Donc c'est plutôt une bonne chose que je vais pouvoir les garder. Parce que il ne fait pas très lumineux non plus aujourd'hui. Bien que je dis ça, mais les rochers sont tellement sombres. Regarde, je suis en train de vérifier, ça glisse quand même un petit peu. Hein, Alors, vous trouvez comment on va positionner le trépied. Ça a l'air d'aller là, j'espère que ça va le faire aussi. Comme ça. Je suis en train de vérifier par rapport à ce que j'avais pris juste avant. Voilà. Mais alors curieusement, c'est exactement la même exposition que j'avais, la même composition que j'avais faite tout à l'heure avant de t'amener avec moi, et sans le trépied. Donc ça, c'est une bonne chose. Je t'avoue que je ne suis pas des plus confiants en ce qui concerne. Ah, ça y est. Là, ici. M'assurer que le trépied bascule vers l'arrière et pas vers l'avant. Et quitte à recomposer par la suite. Voilà. Alors, les 20 mm que j'ai sur cet objectif, qui est l'équivalent de 16 mm en plein format, je t'avoue que c'est un petit peu léger. J'aimerais bien être plus large que ça, mais je ne crois pas que je puisse vraiment descendre. Je pourrais prendre appui là-dessus. On va voir. Ici. C'est pour ça que j'ai pris ce trépied là et pas mon autre trépied de montagne qui est un peu plus court. Parce que je me suis dit je vais peut-être avoir besoin de la longueur des pieds. Alors, comme tu peux voir, c'est vraiment pas facile. Alors, il y a un truc qu'il faut que je fasse attention, c'est qu'en venant ici, j'ai ce rocher là, je ne sais pas à quel point tu le vois, ce rocher là, et
on aurait tendance à l'inclure sans s'en rendre compte, en pensant que ça fait partie de l'arrière du fond. Et en fait, non, une fois qu'on aurait la photo sur l'ordinateur, on s'apercevrait que, eh bien non, ça c'est un autre rocher qui n'a rien à voir avec le rocher qu'il y a derrière. Et ça a tendance à m'embêter. Donc je ne peux pas en fait revenir reculer comme ça, c'est pas une bonne solution. Alors d'un point de vue composition, c'est plutôt pas mal, je pense. J'arrête pas de regarder si je suis à 20 mm, que j'ai pas, il m'en reste pas d'autres. Et le truc, c'est que je vais prendre cette photo là, juste pour que tu comprennes. Tu vas voir, il y a un bout de rocher sur la gauche. Et je dois dire que je l'aime bien, ce bout de rocher là, cette petite pointe. Elle me plaît beaucoup parce qu'elle rappelle la petite pointe qu'on a en bas à droite de ce menhir, de ce C-stack, du Souter. Et donc ça rappelle bien. Mais à cause de ça, du coup, je ne peux pas aller autant sur la droite que je voudrais. Et si je me déplace un peu plus sur la droite, si jamais je faisais abstraction de ça, eh bien, ouais, en fin de compte, je ne gagnerais pas des masses. Je vais la reprendre ici. Comme ça, et on va pouvoir voir avant-après. Alors, je gagne pas des masses. Et j'avoue que je préfère, en fin de compte, cette vue avec le rocher et la petite pointe sur la gauche. Donc on va partir là-dessus. Voilà. Bon, mon orientation, je vais regarder, elle n'est pas tout à fait droite. On va essayer de la faire droite quand même pour que c'est tout du sens par rapport à ce menhir. Voilà. Au niveau de l'exposition, alors, il y a de l'eau, hein, il y a du mouvement dans l'eau. Je pense que quelque chose autour de 1/8 de seconde par là, ça devrait être assez pour capter un petit peu de détail dans l'eau. Là, tout à l'heure, j'étais sur quand j'étais là-haut, j'ai essayé de regarder ce qui était faisable. J'étais passé sur du bleach bypass en simulation. Là, je suis passé sur du chroma parce que le bleach bypass, je trouvais qu'on n'avait pas assez de... on ne voyait pas le jaune sur la roche, et je trouve que le jaune donne un peu plus de profondeur. Je te mets les deux versions là. J'en prends une comme ça, là, vite fait. Voilà. Tu vas voir, c'est la même photo. Et puis je te la mets avec le bleach bypass et avec le chrome. Et je pense que le chrome, c'est bien. Ça ne veut pas dire que je vais rester en chrome après. On verra ce que ça donne à l'ordinateur. Donc maintenant qui est fait, je voudrais regarder mon exposition. Alors, de toute façon, ici, je vais être bon pour être à f16, je le sens bien. Et dès que je suis à f16, ça devient très très sombre. Pourquoi f16? Parce que je suis sur un moyen format. Moyen format, je perds de la profondeur de champ, beaucoup plus que ce que tu penserais. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à faire beaucoup de f16. On va voir si ça se trouve, je vais utiliser du focus stacking. La bonne nouvelle, c'est que sur cet appareil-là, le focus stacking est relativement simple. Ou du moins, j'ai plus la main que sur le Canon R5. Alors, on va voir maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse. Alors, là, si je fais la mise au point, sur le bout de rocher qui est juste là, eh bien, il me dit que, en étant à F16, je suis en train de faire la mise au point à plus ou moins 10 mètres et je vais avoir de 5 mètres de vent jusqu'à l'infini, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va voir, je vais la prendre. Alors, hop, j'ai mon câble. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir le mouvement dans le mouvement dans l'eau. Alors, je dois dire que la problématique que je vois, c'est que c'est quand même très très lumineux ici. Et si je regarde l'histogramme, alors ce qui est curieux, c'est qu'au niveau de l'histogramme, il me dit il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cramé. C'est juste à l'écran ici. Donc
Je vais lui faire confiance. J'en profite pour regarder la profondeur de champ. Je suis vraiment bien net au rocher que tu ne vois pas, qui est juste en dessous là. C'est vraiment bien. On voit les petits coquillages qui sont sur l'autre rocher ici, où j'ai fait la mise au point. Et sur le menhir, eh bien, je devrais pas l'appeler un menhir, hein, ça va offusquer les Bretons qui me regardent. Voilà. Mais écoute, ça me semble bien. Au niveau de l'exposition, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'avais. J'étais à 1/15e de seconde. Allez, peut-être un poil plus rapide. Allez, je vais essayer de faire un poil plus rapide. De toute façon, je peux le faire parce que bon, j'étais à ISO 800, mais c'est pas grave. Allez, 1/15e, on va passer à 1/30e. Ouais, allez, 1/30e et les ISO du coup, on va les monter à 1600. Voilà, on refait la mise au point au même endroit. Et le tout, c'est d'essayer de trouver un moment où l'eau couvre un petit peu les rochers. Alors, regardons ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Ah, ben déjà, j'ai plus de détails. J'ai plus de détails dans l'eau. Même si ça me semble quand même... On va voir, je vais la reprendre à un autre moment. Voilà, du coup, je vais continuer à en prendre jusqu'à ce que j'arrive à la bonne vitesse. Je vais pas te garder avec moi. On va continuer le travail. Je vais voir si j'arrive à prendre une autre photo en haut. De toute façon, on se retrouve, si c'est pas le cas, on se retrouve devant l'ordinateur comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ok, tu croyais que c'était terminé? Moi aussi. En fait, quand j'ai pris une photo au-dessus du stack, tu la verras quand on sera devant l'ordinateur. Et là, avant de partir, j'ai envie de prendre ce côté-là. Il y a quand même un petit peu de lumière, il faut que je me dépêche. Je vais mettre peut-être, je vais mettre le comment ça s'appelle, l'adaptateur pour le filtre. Peut-être que je vais en avoir besoin. J'ai pas mal d'embrun là qui part d'ici là. C'est pas simple. Alors, on va voir ce que ça donne. La bonne nouvelle, c'est que l'embrun, il sera derrière moi et pas devant. Donc, alors, si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais à quel point je n'aime pas prendre rapidement les photos de paysage. Mais là, je suis quand même contraint de le faire. Voilà, ça... j'ai de l'embrun sur le filtre. J'ai pas mis le filtre polarisant parce que je vais pas en avoir besoin. Mais je pense que le grade, ouais, c'est déjà c'est absolument superbe. Alors, je vais mettre mes lunettes. On va être sur du F16 ici parce que j'ai le devant ici jaune qui est pas mal. Le tout, c'est une question de vitesse par rapport aux vagues. On va voir ce que ça va donner. L'avantage, c'est qu'elles sont relativement loin, donc j'ai pas besoin non plus d'avoir une vitesse super rapide. Alors, au niveau composition, ça, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder
l'horizon. L'horizon est bon. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Alors, si je fais la mise au point ici, il me dit que en fait je suis... maintenant c'est le GPS qui s'est déconnecté. Il va falloir que je le... Ou il est en train de se déconnecter. Ne fais pas ça. J'aime bien avoir les coordonnées GPS. Le temps que le téléphone se reconnecte avec l'appareil. C'est marrant, ça tape les vagues derrière. Ça tape tellement que j'ai l'impression qu'il y a le tonnerre. Voilà, ça y est. Donc ça s'est synchronisé avec l'appareil. La composition, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc si je fais la mise au point juste devant là, je suis à peu près 4 mètres jusqu'à une trentaine de mètres de netteté. Ce qui est plutôt bien. Je suis à f16. Hein. Je suis à f16, 1/30 de seconde, ISO 2500. On va voir. Je prends une photo, on va voir ce que ça va donner. Alors, ça c'est plutôt bien. Ce qui m'intéresse là, c'est principalement la netteté. Donc, ça me paraît net, quoique ça tombe relativement rapidement après sur les rochers en face. Ouais, ça tombe très vite. Ça tombe très vite. Donc là, je crois que je suis bon pour faire du... Est-ce que je vais être obligé de faire du stacking? J'ai l'impression. Au niveau de la vitesse sur l'eau, c'est plutôt ça. C'est un poil long, mais bon. Alors à ce compte-là, puisque je vais faire du stacking, je vais me permettre de descendre la valeur F. Donc au lieu d'F16, eh bien, si je passe à F11, ça fait un stop. Si je passe à F8, ça fait 2 stops. Voilà, ce qui me permet maintenant de baisser les ISO. Donc j'étais à 2500, ça me permet de 1250, même 800 F8. Ok, je vais même baisser encore, enfin ouvrir davantage. On était à F8, je vais passer à 5-6. Je suis en stacking, donc je m'en fous un peu. Je vais être à F4. F4 en stacking, ISO. Je vais descendre à 400 et à 400 c'est bien. Mais là j'ai envie de fermer la vitesse. Donc fermer la vitesse, ça ne veut absolument rien dire. Hein. Fermer la vitesse, ça ne veut rien dire. C'est simplement aller plus rapide. Donc 1/60e, ça me paraît bien. Voilà, et je vais rester à 1/500e de seconde. Alors, il faut que je passe en focus stacking. Donc, hop, c'est dans le bracketing, focus stacking. Voilà, c'est fait maintenant dans le menu. Focus bracketing. Auto, pas d'intervalle. Et là, je vais choisir mon point A. Je le mets là. Voilà. Ok. Maintenant, mon point B. Voilà. Hop, je sors de ça et c'est parti. Et en fait, il m'en faut 6. Donc, c'est pas si mal que ça. 6 photos pour être à... Et l'exposition est absolument superbe. Les couleurs dans le ciel. C'est magnifique. Je regarde. Et l'eau, c'est absolument superbe. J'ai bien fait d'aller plus rapide à 1/50e. C'est vraiment superbe. Alors, je regarde le mouvement des vagues. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant ou est-ce qu'il faut autre chose? Ok, c'est super. Donc, je vais mettre ma main. Et là, maintenant, le problème, c'est vraiment la lumière qu'on est en train de perdre. Alors, je vais anticiper les vagues, parce que bien sûr, avec le focus stacking, super, encore une fois la main. C'est pas facile, ça c'est là. Photographier les vagues avec du stacking, c'est pas simple parce qu'il faut vraiment anticiper. Là, j'ai 6 photos d'un 60e de seconde, pardon, j'ai dit un 50e tout à l'heure, c'est un 60e de seconde. Et donc, j'aimerais bien avoir une vague qui s'éclate là en bas, ça serait sympa. Et je pense que ça va être la dernière photo de la journée, ou du moins je dirais de la soirée,
parce qu'il est... Et il est 55, 5h55, donc normalement le coucher de soleil est à 6. Et tu vois, on a eu plus de lumière que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à beaucoup moins de lumière, je dois dire. En tout cas, la vue est absolument superbe. J'étais jamais venu ici à cet endroit-là et c'est la première fois que je viens, mais ce ne sera pas la dernière. En tout cas, c'est très très agréable. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai été sur la côte comme ça sans vraiment avoir du vent. C'est très très agréable. Et alors, il y a cette perception qu'effectivement, tu ne peux avoir des grandes vagues que quand il y a du vent. Eh bien, aujourd'hui, ça prouve le contraire. Le vent peut effectivement influencer les vagues, mais il n'en est pas responsable à 100%, bien entendu. Mais là, c'est une belle illustration. Et alors, une chose que je ferai en rentrant, c'est que je vérifierai le niveau de la marée par rapport au moment où je suis arrivé, c'est-à-dire aux alentours de 4h30. Et je vais prendre note pour me rappeler que la prochaine fois, et de voir à quelle évolution on est de la marée, etc. pour la prochaine fois quand je viendrai, parce que les conditions sont absolument superbes. Et là, je trouve qu'on est en train de perdre quand même pas mal de lumière. Donc, j'étais à 500, je viens de passer à ISO 800. Et j'ai bien peur qu'on va pas avoir... On va pas avoir la belle vague que j'aurais bien voulu avoir, mais je dois dire que ça serait greedy, comme on dit en anglais. L'équivalent de français, ça serait être avare. L'avarice n'est pas une vertu, bien entendu. Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, j'aurais bien entendu l'occasion de t'en parler de ce changement, bien sûr, de cet appareil. Ce que cet appareil a fait pour moi, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce que ça fait des années que je dis que je ne prends pas de plaisir à photographier. Je prends du plaisir à faire sortir mon image de l'imprimante. C'est vraiment là où j'ai le plaisir, mais pas au moment de la capture. Et là, je dois dire que depuis que j'ai cet appareil et que je sors, non seulement il m'incite à sortir davantage, mais en plus de ça, il facilite grandement la capture. Et c'est peut-être celle-là. Allez. Allez, peut-être ça. Je le relance là. C'est vraiment pas simple tout ça. Et alors, ce qui est génial, c'est à quel point l'appareil détecte des lumières qu'on ne voit pas aussi bien. Alors, je m'aperçois, non, c'est à l'arrière. Ça va, il n'y a pas de... Ça y est, c'est au moment où je voudrais partir que les vagues arrivent. Je crois qu'il y a une grosse vague qui arrive. Je crois qu'il y a une grosse vague qui arrive. C'est très difficile de juger vu la hauteur. Mais là, ça devient... Ah, je crois que je l'ai raté à la dernière seconde. Bon. Allez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai quand même 3 km à faire en plein milieu de nulle part pour retrouver la voiture. Je dois dire en tout cas, j'ai pas vu les photos à l'ordinateur, mais je pense que ça va être encore une journée productive. Je ne peux être que ravi. Allez, on se retrouve bien sûr au studio. À tout de suite. Ciao. Alors nous voilà de retour au studio. Il est temps de voir ensemble les photos que l'on a capturées et voir comment je les ai traitées. Alors,
quand je t'ai laissé, j'étais donc à photographier ce rocher, on était sur du f16, j'essayais de voir au niveau de la vitesse, et en fin de compte, j'ai été obligé très vite de faire un compromis. C'est-à-dire que je voulais augmenter la vitesse, mais la luminosité diminuait gravement et donc je ne pouvais pas me permettre d'augmenter les ISO. À augmenter les ISO quand la luminosité baisse va amener à avoir une qualité d'image qui va être amoindrie. Et donc du coup j'ai décidé de tester en ouvrant le diaphragme. Ça a un risque, c'était le risque justement de ne pas avoir assez de profondeur de champ, je t'en ai parlé hein, avec les conditions de ce moyen format, mais je l'ai fait quand même et je suis satisfait de l'avoir fait. Ce que tu vois ici, là, tous ces clichés, tu t'aperçois que tous les clichés que tu vois en bleu, en fait, c'est les clichés que j'ai pris à f13. Et avant ça, j'étais sur du f16. Et à f13, eh bien, c'était déjà pas mal, mais j'avais pas j'avais pas le mouvement de l'eau comme je le voulais. Et donc, à un moment donné, quand j'ai eu le mouvement de l'eau, je me suis aperçu que la vitesse, en étant à 160e de seconde, ça marchait bien, mais au niveau luminosité, j'étais quand même relativement sombre. Quand on regarde ça, ça devenait très sombre et j'avais peur de ne pas pouvoir récupérer trop de détails. Et donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir. Et j'ai ouvert et je suis passé à f11. À f11, ça allait, mais j'ai testé f9. Et ce que je pouvais voir sur l'écran de l'appareil, qui est très bien d'ailleurs, hein, grosse comparaison, si seulement Canon pouvait regarder comment fabriquer un écran correct pour un appareil photo, eh bien il devrait aller voir les écrans de chez Fuji, qui sont absolument superbes au niveau résolution et déplacement du doigt, etc. Vraiment très bien, de meilleure qualité que ce que j'avais sur le R5. Mais donc du coup, de pouvoir juger la profondeur de champ à f9, eh bien, je n'étais pas sûr. Mais je suis content de l'avoir fait parce que le résultat est payant. Et donc, tu vois, tout ce que tu vois en vert, c'est du f9. Et donc, ce que j'ai appliqué là, c'est le conseil que je te donne à chaque fois, c'est que si tu photographies un mouvement d'eau, eh bien, je te conseille de prendre énormément de prises, de trouver ton temps, et une fois que tu as trouvé la bon temps d'exposition, eh bien, de voir le bon moment, la bonne action de l'eau, etc. Et donc, ça a été de prendre plein de photos, à essayer de voir quel allait être l'effet sur l'eau qui rentre justement dans ces deux couloirs à droite et à gauche. Et je t'avoue que j'ai trouvé un qui était assez intéressant et j'ai décidé de le garder. Alors, c'est pas l'explosion énorme à l'intérieur de la crique, c'est plus l'explosion avant, c'est l'invasion, si tu veux, par l'eau. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ça comme d'habitude dans Puro de DxO. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de la nouvelle version de Puro de DxO qui est absolument superbe. Donc, je te parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Mais donc, j'ai envoyé ça dans Puro et je me suis retrouvé avec ça. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire du développement. Alors, au niveau des développements, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, ça paraît beaucoup et effectivement, j'ai fait pas mal de choses, mais le RAW me permet de le faire. Globalement, ici, tu t'aperçois que j'ai augmenté un petit peu l'exposition, j'ai monté un petit peu les ombres et j'ai augmenté un petit peu la clarté. Voilà, c'est ce que j'ai fait au niveau global. Le plus gros du travail a été fait au niveau de calque. C'est-à-dire que là, j'en ai trois. Voilà, le premier calque, ça a été pour traiter le ciel. Tu vois, passer de ça à ça. Donc, comment on fait? Ben, très simple, hein, baisse les hautes lumières, baisser les ombres et augmenter les blancs pour quand même avoir certaines percées. Et on gérera un peu plus et on affinera davantage après coup le ciel un peu plus tard, dans l'autre étape. Ensuite, j'ai voulu appliquer un vignettage ici. Voilà. Pourquoi? Ben, pour rentrer davantage en direction de l'action qui est ici au centre. Tout ça simplement, un filtre radial en soustrayant le ciel et puis en baissant les hautes lumières et en montant un petit peu même les noirs et en baissant l'exposition. Voilà. Et enfin, j'ai voulu gérer le micro-contraste que l'on pourrait avoir sur tout le reste, hormis le ciel. Et ça, j'ai augmenté en fin de compte le blanc. Voilà, donc voilà qui est sélectionné. Et là, j'ai augmenté les blancs. À partir de ce moment-là, je suis parti dans Photoshop. Et dans Photoshop, j'ai fait du nettoyage, le lichen, certaines parties et autres. Et donc, j'avais ça. Tu remarqueras qu'avant Photoshop, eh bien, alors j'ai passé en plein écran pour que tu puisses un peu mieux voir, on avait cette partie-là en bas à gauche qui était sombre. J'aurais pu essayer de le récupérer. Et quand j'essayais, eh bien, ça restait quand même très visible. Donc, j'ai décidé d'utiliser
le remplissage génératif de Photoshop. Je t'en parle du remplissage génératif dans les derniers chapitres du guide pratique de Photoshop pour les photographes. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est une formation qui fait plus de 22 heures dans laquelle je couvre tout ce qu'il faut savoir de Photoshop quand on est un photographe. Voilà. Et j'ai omis tout ce qui n'avait aucun lien avec la photographie. Et donc, je parle effectivement de ces dernières fonctionnalités qui permettent justement de faire ça. Un moyen de ne pas avoir à faire ça, ça aurait été de recadrer et je pense que ça aurait été énormément dommage. J'ai aussi nettoyé certains lichens et certaines fientes qu'il y avait sur les parois qui étaient un petit peu trop lumineuses. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai traité le fichier. Au sorti de Photoshop, j'avais ça. Au final, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Globalement, j'ai rien touché, mais c'est au niveau des masques. J'ai plein de masques, comme tu peux voir. Le premier, ici, alors, à quoi il sert? Ben, il me sert à récupérer un petit peu de l'action avec du contraste ici en montant les blancs. Regarde, avant, c'était relativement plat. Maintenant, je ressors les blancs. Comment j'ai fait? Ben, simplement en remontant les blancs, mais en baissant les hautes lumières. Et puis, je voulais faire la même chose ici à gauche. Donc, je l'ai appliqué aussi. Voilà, qui est fait. C'est très, très léger hein, sur la partie gauche, mais ça se voit. Ensuite, le ciel. Je t'avais dit que j'allais retravailler le ciel. Eh bien, c'est fait. On va le récupérer davantage. Que voici comment, baissant les hautes lumières, baissant les ombres et en montant un petit peu les blancs. Mais comme tu vois, en montant les blancs, eh bien, j'ai un petit peu des cramés en haut. Donc, on gère comment? Eh bien, voilà, en baissant justement ce niveau de blanc uniquement dans cette partie-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un filtre radial et qui a une intersection avec le ciel afin de ne pas toucher justement le gros rocher. Ensuite, il y avait certains lichens ici que je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop lumineux et donc du coup j'ai laissé assombri. Comment? Ben, simplement en faisant une brosse et puis en faisant une intersection avec la couleur du lichen d'origine et en baissant les hautes lumières. Voilà. Et en jouant aussi avec un point couleur ici en baissant sa luminosité. Et ensuite, le dernier masque, ici, c'était pour simplement, il y avait une partie qui était un petit peu trop lumineuse ici dans l'eau et j'ai baissé la luminosité en jouant sur les hautes lumières. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Je t'affiche la photo là, on va pouvoir la naviguer un petit peu de plus près, comme ça tu peux apprécier le résultat. Et je trouve que vraiment, c'est une très très belle photo. Et qui dit belle photo, bien sûr, j'allais le tirer. Et donc, j'ai tiré ce cliché sur un de mes papiers favoris qui est le platine de chez Canson, qui était une sorte de Barita si tu veux, mais qui est sur contrairement au Barita, il est sur un papier coton et n'a pas d'OBE, c'est-à-dire d'agent blanchissant. Voilà. Et donc je suis très content. La vidéo bien sûr ne fait pas justice à cette photo qui a énormément de profondeur, comme tu as pu le voir quand j'ai montré l'écran, et vraiment je suis très très satisfait de ce résultat. Ensuite, quand j'ai quitté cet endroit-là, je suis remonté et je t'avoue que j'ai enregistré une vidéo. Ou du moins, j'ai cru l'avoir enregistré. Ça n'a enregistré que l'audio et pas la vidéo. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu ne l'as pas vue. Je vais te montrer quand même la photo que j'ai prise. La photo en question, eh bien, si je la retrouve, elle est ici. Voilà. Voilà cette photo. Et je trouvais assez intéressant, alors encore une fois, j'avais encore les oiseaux perchés sur le rocher, sur le shooter, donc j'étais content. Mais j'aimais bien la texture qu'on avait de la matière ici dans l'eau. Au niveau cadrage, c'est quoi? Ben, c'est simplement une répétition, si tu veux, de petits pics comme ça. Et puis surtout un moyen de capturer la côte sauvage qui vient se perdre dans la brume au loin. Et je trouvais ça, il y avait une harmonie dans tout ça et une certaine profondeur, voilà. Et en regardant les différents clichés, tu vois, par exemple, là, je trouvais qu'il y avait trop de blanc dans l'eau, etc. Des fois pas assez ou même trop de blanc. Je suis tombé sur ce cliché-là, qui a le même cadrage, mais j'ai trouvé que l'action sur les rochers à cet endroit-là et ici était mieux que ce que j'avais là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais garder les deux et ensuite je les empilerai. Et grâce à la magie de Photoshop avec les masques de fusion, eh bien, je vais pouvoir révéler un des calques par rapport à l'autre. Donc j'ai fait ça. J'ai pris les deux fichiers, je les ai envoyés dans Pure Raw. Et ensuite, dans Pure Raw, j'ai commencé à travailler. Donc voilà le fichier en question. Et j'ai travaillé sur celui-là. Et une fois que j'ai terminé de travailler, ben, j'ai copié en fait compte les traitements sur l'autre photo. La seule différence, c'est qu'en copiant, j'ai aussi été obligé d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y avait une différence d'exposition. Hein. Je ne sais pas si tu l'as noté.
Voilà la première, regarde la deuxième. Il y a une légère, pas de beaucoup, mais il y a une légère différence d'exposition et donc il a fallu que je gère ça. Mais grosso modo, la photo prise, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à ça. Ici, j'ai choisi du Provia et non pas du Chrome comme j'avais choisi pour l'autre. Pourquoi? Ben, pour des questions de profondeur de noir. Tu vois que quand on choisit le Chrome, ça a tendance vraiment à assombrir les ombres et à vraiment faire du crush les blacks. Et donc, du coup, j'avais pas envie de partir là-dessus, même si j'aimais bien la colorimétrie là-dessus. Donc, j'ai décidé de partir sur du Provia, qui est en fin de compte le standard là-dessus, même s'il a une petite dominance magenta quand même, ce profil-là. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Globalement, baisser l'exposition, augmenter les blancs comme je fais d'habitude, et puis augmenter les noirs pour récupérer un petit peu justement dans certaines parties qui étaient sombres. J'ai augmenté la clarté justement, j'ai injecté un petit peu de clarté pour récupérer un petit peu de micro-contraste, et j'ai baissé la vibrance. Mais le plus gros du travail, il a été fait au niveau des masques ici. J'en ai 3. Voilà, ça donne quoi? Eh bien, le premier, comme tu peux t'en rendre compte, là ici, ça va être pour le ciel. Donc, comme précédemment, c'est baisser les hautes lumières, baisser les ombres et même baisser les noirs pour vraiment avoir un maximum de détails. Ensuite, j'ai trouvé que ce rocher sur la gauche était un petit peu trop lumineux par rapport au reste, un peu trop dominant. Donc, c'était l'histoire de l'assombrir. Voilà ce que ça donne. Comment faire? Ben, simplement baissant l'exposition à un demi-stop. Et ensuite, injecter un vignettage, comme ça, pareil, un filtre radial et puis léger, 0,25 sur la totalité. Voilà. Donc, une fois que j'avais ça, eh bien, j'ai pu appliquer ça à l'autre également. Et puis, j'ai copié. Et ensuite, je suis allé dans Photoshop, j'ai empilé les deux. Et puis, j'ai gardé ce que j'avais envie de garder de l'un et de l'autre. Au sortir de Photoshop, j'obtiens ça et je n'ai absolument rien touché ensuite. Donc, je suis très content. Je te l'affiche en grand. Voilà la photo. Comme ça, tu peux un petit peu apprécier. Et puis, comme à la photo précédente, eh bien, je me suis dit vraiment, cette image vaut le coup d'être imprimée. Donc, je l'ai tirée sur le même papier, hein, le platine de chez Canson. J'aime beaucoup la profondeur, encore une fois, dans cette image. Il y a une atmosphère qui se dégage et c'est vraiment un très, très beau cliché. Voilà, je suis très content de ça. Et puis ensuite, il y avait la fameuse photo qu'on a prise ensemble, et donc qui était presque au même endroit. Je me suis reculé, puis je suis descendu un petit peu sur la gauche. Donc, de ça, si tu te rappelles, l'idée c'était de faire du focus stacking. Pourquoi? Parce que il y avait une telle distance à couvrir, malgré les 16 mm, que je n'avais pas assez de profondeur de champ en étant à f16. Donc du coup, j'ai pris parti d'être à f4 à ce moment-là pour baisser les ISO, avoir la meilleure qualité d'optique possible. Et du coup, ensuite, ce que tu vois, voilà ma série. Et il suffisait simplement de sélectionner le dernier cliché de chacune des séries et de voir en fin de compte quelle était l'action dans l'eau qui était la mieux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé que celle qui était la plus réussie, eh bien, c'était celle-ci. Voilà, je te l'affiche. Donc vraiment très sympa comme action, les couleurs, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette photo-là, je l'ai envoyée, j'ai sélectionné les 6 clichés, j'ai envoyé les 6 dans Puro, et au sortir de Puro, j'ai envoyé ça vers le logiciel dont je t'ai parlé en 2023, qui est Elincoln. Elincoln qui est un logiciel spécialisé dans le focus stacking. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, le lien s'affiche en haut, je t'invite à aller visionner ça, où je t'explique tout ça. Le résultat est plus simple et mieux que Photoshop. Donc j'ai envoyé ça dans ce logiciel-là, et au sortir de ça, je me suis retrouvé avec cette image-là. Cette image qui, alors là, en réalité, voilà, ce que j'avais au sortir, j'avais ça. Et au final, j'ai travaillé dessus et j'ai ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un recadrage déjà, hein, tu le vois. Pourquoi le recadrage? Afin de rentrer davantage dans l'action. Et le choix que j'avais fait au niveau de la composition, en incorporant autant de premiers plans, ici, hein, qu'on ne me fasse jamais dire que j'aime pas les premiers plans, faut-il encore les justifier? Eh bien, c'était parce que je voulais insister sur l'aspect rugueux des choses et avoir l'impression qu'on est presque allongé
sur ce rocher pour pouvoir voir la scène en face. Voilà. Donc là, baisser le haut du ciel où ça porte rien nous permettait de rentrer davantage dans la scène. Globalement ici, je n'ai rien fait. Par contre, j'ai utilisé des calques. Tu vois que j'en ai utilisé plusieurs. Par exemple, pour le ciel. Alors, au niveau du ciel, c'est très léger. Hein, tu vois, sans, avec, ça a été de gérer un petit peu les hautes lumières, de les baisser. Mais c'est principalement sur la gestion des couleurs. Et ça, tu ne le verras sûrement pas dans la vidéo. Parce que c'est très très léger. Où j'ai fait des points couleurs et j'ai augmenté leur saturation. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, ça a été de... Comme j'avais cette percée, j'avais envie de simuler en fin de compte le soleil ou une lumière un peu plus intense qui sortait. Donc j'ai utilisé un preset que j'ai qui me génère qui simule un soleil. Voilà ce que ça a donné. Ça, c'est très très léger, tu vois, avant, après, mais je trouve que ça offre du dynamisme. C'est simplement un filtre radial dans lequel en fait auquel je soustrais ces rochers qui ne devraient pas être illuminés par cette percée. Et là, c'est mon preset habituel que j'ai. Ensuite, je voulais faire ressortir toute la scène, sauf le ciel, simplement avec du contraste. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté les blancs. J'ai fait du dodge, simplement, voilà. Et tu vois, on gagne en luminosité sur la totalité, sauf le ciel. Et ensuite, je me suis aperçu que malgré ça, il y avait des parties ici, tu vois, sur le devant, ces failles ici qui étaient très sombres. Et donc, du coup, j'ai voulu les faire ressortir simplement avec une brosse. Et puis, non, autant pour moi. Je saute les étapes. Ici, je trouvais que c'était relativement plat à cet endroit-là et je voulais faire ressortir, comme si c'était éclairé justement par cette trouée. Donc j'ai fait un filtre radial et puis j'ai augmenté la luminosité dessus. Tu vois, c'est très très léger encore une fois, mais ça permet de gagner en dynamisme. Voilà. Comment j'ai fait ça? Simplement en montant les blancs. Voilà. Ensuite, un vignettage global. Ici. Voilà ce que ça offre. Ça permet de rentrer un peu plus dans l'action. Et ensuite, je te parlais donc de ces fameuses failles ici. Alors, ces fameuses failles, j'ai simplement passé à la brosse. Ici, tu vois, et ça va remonter. Et j'ai simplement boosté les ombres. J'ai fait également la même chose légèrement dans cette partie-là. Pas trop, mais un petit peu. Et donc, j'ai fait exactement la même chose. Une brosse et remonter un petit peu les ombres. Tu le verras sûrement pas dans la vidéo, mais car c'est très très léger. Et enfin, il y avait ce rocher qui est ici, que je trouvais un petit peu trop lumineux, et donc du coup, je l'ai assombri un petit peu. Voilà. À partir de ce moment-là, j'étais prêt à aller dans Photoshop pour faire un petit peu de nettoyage, et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et j'ai rien fait à sortir de Photoshop. Là, c'était du nettoyage de lichen, etc. Et des taches qu'il y avait dans le ciel. Voilà. Au sortir de ça, je trouve que c'est un résultat qui est très intéressant, très, très, très sympa. J'aime bien l'aspect rugueux justement de la roche en premier plan et puis la façon dont l'eau dégouline de tous les rochers le long. Voilà, je trouve ça très très sympa. Et donc bien sûr, eh bien, tu as compris, j'en ai fait un tirage. Donc pareil, même papier, le rendu, ça donne pas là sur la vidéo, mais je suis quand même très très satisfait de ce résultat. Encore une fois, beaucoup de profondeur dans cette photo, différents niveaux justement de cette côte sauvage écossaise, vraiment vraiment super. Si tu veux voir de ça de plus près, je t'invite à aller voir le lien qui est dans la description, c'est sur l'article blog où tu vois les avant-après et une explication aussi des différentes étapes que j'ai pu faire. Voilà. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses de tout ça. N'oublie pas de mettre un pouce. J'espère que tu as apprécié de partir avec moi sur le terrain. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Dis-moi quelle des 3 photos tu préfères et pourquoi. Et puis, exprime-toi dans un commentaire. Tu sais que j'y réponds à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo, c'est Tom qui te dit « Ah si, j'ai quand même une chose. C'est que j'ai évoqué au début de la vidéo que j'avais fait les photos la veille d'arbres. Je n'ai pas pris la vidéo mais avec moi, la caméra, mais je peux te parler effectivement de ces tirages, de ces photos, qu'est-ce que j'en ai fait. Et au niveau du travail, au niveau du développement, parce qu'il est extrêmement subtil et il n'y a presque rien qui a été fait. Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo rapide là-dessus, dis-le moi dans un commentaire. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, bah fais comme moi, capture-le. Cheers.